Votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral. Et tous les soirs de l'été, on va prendre le temps de réfléchir à l'après. Vous recevez tous les soirs des philosophes, des patrons, des économistes, des artistes pour tirer les leçons de cette crise sanitaire. Ce soir, Pascal Boniface est votre invité. Il est le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir Thierry. Vous signez ce livre, Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus aux éditions Erol. 5 millions de personnes à nouveau confinées, on l'a dit dans le journal à Melbourne. La pandémie est là encore et le monde reste finalement au point mort. Pas au point mort, puisque les frontières de l'Union européenne se sont ouvertes. On peut de nouveau circuler déjà au niveau national, ce qui n'était pas le cas auparavant, au niveau européen. Mais on voit qu'il y a effectivement Australie, surtout Brésil, États-Unis, où le virus continue à se répandre de façon dramatique. Et puis, mais il semble être contenu pour l'instant dans les autres pays. Mais il y a encore les points de fixation. Et puis, on n'est pas à l'abri, on le voit bien, d'un cluster, puisqu'on l'a vu récemment en Mayenne chez nous. Bien sûr. Un premier Conseil européen en présentiel la semaine prochaine, un G7 incertain à la rentrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diplomatie française est au ralenti en ce moment? La diplomatie, dans son ensemble, est au ralenti. Puisque bien sûr, on peut faire des visioconférences. C'est mieux que rien. Mais on sait bien que dans ce type de conférence, les contacts informels, les pauses café sont aussi importants, voire plus que ce qui peut se dire en conférence officielle. Et puis surtout, c'est qu'au-delà de cela, c'est que la crise du Covid-19 a montré la crise du multilatéralisme. Ouais. Avec le retrait américain de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, on peut certainement reprocher des choses à l'OMS, mais s'en retirer, comme ils l'ont fait, et quand même une continuation de la politique de Trump qui veut démolir les institutions internationales. Et c'est un peu le paradoxe, il reproche à l'OMS d'être trop proche de la Chine, mais en partant, il ouvre très grandes les portes des institutions à la Chine qui va s'y engouffrer. Et donc, il y a vraiment une crise du multilatéralisme qui existait avant cette crise du Covid-19, qui a été accentuée par la crise. Vous consacrez un large chapitre à l'Europe dans votre livre, cette Europe hésitante qui a mis du temps pour se coordonner dans cette crise sanitaire. Au début, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu en effet beaucoup de temps. Au début, c'était catastrophique. C'était pas l'Europe, c'était 27 pays différents qui faisaient cavalier seul. Ouais. Et puis, il y a eu un sursaut. Et d'ailleurs, j'ai changé mon chapitre en cours de rédaction parce qu'il y a un sursaut au mois de mai. Et finalement, on peut se demander s'il n'y a pas eu pour l'Europe un moment Covid-19, avec un réveil européen, avec le plan franco-allemand, avec le plan de la Commission, l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Et sans ça, les pays d'Europe du Sud souffriraient. Et en fait, les sentiments anti-européens qui avaient beaucoup grandi, notamment en Italie, étaient aussi dus à un sentiment d'abandon de ce pays par rapport aux instances européennes qui apparaissaient toujours pour vouloir punir, sanctionner et jamais pouvoir tendre la main, aider. Et là, c'est l'inverse. Et puis surtout, il y a eu ce moment collectif. Est-ce que l'Europe puissance va naître de la crise du Covid-19 ? Est-ce que l'autonomie stratégique européenne va se mettre en place grâce à la crise du Covid-19 ? Il est certainement trop tôt pour le dire, mais en tous les cas, des espoirs sont là. Et Madame von der Leyen, qui parle depuis un an d'une commission géopolitique, là, a montré qu'elle donnait des actes pour aller accompagner les mots. Et avec un grand gagnant, bien sûr, l'Allemagne. L'Europe, l'Allemagne a cédé finalement. L'Allemagne qui ne voulait pas aider, l'Allemagne qui s'accrochait à pas plus de 3% de déficit, l'Allemagne qui s'accrochait à pas de dette commune, que des dettes nationales. On n'a pas fait des Corona Bonds, mais c'est quand même un peu pareil. Et donc l'Allemagne a compris en fait que son intérêt était que l'Italie soit pas en faillite. A compris que si toute l'Europe du Sud, qui sont ses clients, les excédents commerciaux de l'Allemagne, ils sont surtout avec les pays européens. Et donc si l'Europe allait éclater, Jacques Delors avait dit que si on continue ainsi, c'était la mort de l'Union européenne. Et donc l'Allemagne a senti quand même l'avertissement et elle a pris les décisions que l'on attendait d'elle. On a toujours le débat, est-ce que c'est une Europe allemande ou une Allemagne européenne ? Là, l'Allemagne a été européenne. Vous évoquez bien sûr longuement les États-Unis, chronique d'un menteur multirécidiviste, dites-vous, de Donald Trump. La question, la gestion du président américain a été surréaliste. Ah oui, là c'est vraiment, on se demande, enfin il a tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait, et puis il ment en permanence. Aux États-Unis, normalement, le mensonge est sanctionné. C'est pas un pays avec lequel on rigole beaucoup avec le mensonge. Et là, Donald Trump ment comme un arracheur de dents, sans pour l'instant sa cote quand même
commence à s'effriter, dû à la situation économique. Dans son électorat. Et puis quand même, et puis aussi il y a les conservateurs, notamment son ancien secrétaire à la Défense, l'actuel chef d'état-major des armées, qui disent attention, cet homme divise le pays. Il a voulu instrumentaliser l'armée au profit de son agenda politique, et ça les militaires n'aiment pas beaucoup. Et donc on voit que même dans son camp, il est critiqué comme diviseur de la nation et comme quelqu'un qui n'est pas assez responsable. Mais attention. Cet homme a des ressources, c'est un formidable homme politique en termes de campagne électorale, il peut très bien rebondir, il serait trop tôt pour dire qu'il est déjà battu. Et derrière cette pandémie, se joue encore une bataille féroce entre les États-Unis et la Chine. C'est le grand défi stratégique des 15-20 prochaines années. La Chine rattrape les États-Unis et la crise du Covid-19 a fait apparaître ce rattrapage qui existait déjà, mais il a fait apparaître ce rattrapage au grand jour pour tout le monde. La Chine, c'est déjà 65% du PIB américain. Lorsqu'elle adhère à l'OMC en 2001, c'est 10%. Donc ça va à une vitesse fantastique. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va rattraper les États-Unis, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va les dépasser. Vraiment ? C'est-à-dire que c'est pas un mythe, c'est pas une propagande de la part de Pékin ? Non, alors Pékin fait de la propagande là-dessus. Deng Xiaoping disait il faut cacher sa force et attendre son heure. Xi Jinping dit nous sommes déjà le pays qui réussit le plus. Nous avons un modèle à proposer aux autres nations, etc. Et d'ores et déjà, quand vous passez de 10% à 65% du PIB américain, vous savez, pendant la guerre froide, au maximum, l'URSS a représenté 40% du PIB américain. Donc là, et on voit que dans le grand combat sur l'intelligence artificielle, la Chine est en train de grignoter l'avance américaine et peut-être a déjà dépassé les Américains dans ce qui sera le grand combat du futur. Dernier point, vous démontrez au début de votre livre qu'en 2008, en France, on évoque déjà des risques sanitaires, qu'on enterre un rapport de la CIA en 2009. Ces mises en garde ont été complètement, littéralement, totalement ignorées. Oui. Alors, on peut se demander à quoi sert la prospective si on n'en tient pas compte. Les scénarios étaient peut-être trop extrêmes. On s'est dit, bon, voilà, oui, ça serait une catastrophe, mais ça n'arrivera pas. Et donc, on est à l'abri de cela. Rappelez-vous quand même cette pénurie de masques qui a quand même coûté assez cher. Et puis, il y a aussi un peu une sorte de complexe de supériorité des Occidentaux. On pensait que les pandémies, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Asie, mais pas nous, parce que on a un système de santé performant, qu'on est à l'abri de tout cela, et puis on a vu qu'on n'est pas à l'abri. Rappelez-vous, en janvier, lorsque la Chine dit il y a 50 millions de personnes qui sont confinées, on s'est pas dit qu'il y avait un problème sanitaire, on s'est dit qu'il y a un problème de dictature. Mais l'alerte, elle était sanitaire quand même. Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus aux éditions Erol. Merci beaucoup Pascal Boniface. Merci à vous. Europe 1.